Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Réseau de neurones pour l'intelligence artificielle. Donc, ce dernier cours se tournera autour des réseaux de neurones classiques et réseaux de neurones convolutifs, pardon, pour un problème de classification d'images. Tout cela avec Dr. Kutz Hassin, superviseur de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Kutz. Dr. Kutz, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre cours. Alors, merci beaucoup, Malek, pour cette introduction. Alors, aujourd'hui, ça sera vraiment la dernière séance. Et donc, on va essayer de faire un travail pratique où je veux comparer. Donc, toujours, on va utiliser ce dataset de Fashion MNIST. Donc, juste, c'est un dataset qui contient des images. Comme vous voyez, ce sont des images des différents articles. Et là, on va essayer de construire ou bien créer un modèle d'intelligence artificielle qui, à chaque fois, il voit l'image, il prédit, il nous permet de savoir est-ce que c'est une chemise, est-ce que c'est un pantalon, etc., etc. Bien sûr, on va entraîner notre réseau de neurones sur le dataset que vous voyez, qu'on trouve déjà dans TensorFlow. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver ce dataset dans TensorFlow. Donc, on va travailler avec ce dataset pour créer les réseaux de neurones. Mais on va en fait créer deux réseaux de neurones. L'un est un réseau de neurones classique et l'autre convolutif. Et on va essayer de comparer entre les deux. Lorsque je dis comparer, c'est-à-dire on va comparer la performance, lequel il nous donne les meilleurs résultats, c'est-à-dire il donne les bons résultats lorsqu'on va travailler sur 1000, par exemple, images. On va voir quel modèle il donne pourcentage des réponses correctes le plus grand. Voilà. Donc, je commence toujours par créer un réseau de neurones classique. Donc là, juste, je veux importer mes bibliothèques. Je veux importer Matplotlib. Donc, vous savez, déjà, on a travaillé beaucoup avec ce librairie. En fait, ça nous permet de créer des courbes. Et on va utiliser pour voir le courbe de l'os, des erreurs commises par notre système. Donc, on va tracer une courbe pour voir est-ce que les erreurs diminuent ou bien augmentent. TensorFlow, donc voilà, on a bien vu ce librairie ou bien cette bibliothèque TensorFlow qui nous permet de créer, bien évidemment, des modèles de réseaux de neurones d'une manière beaucoup plus simple. Juste on précise combien de neurones, combien de couches et là, tout va bien. Donc, il va nous créer notre réseau. C'est pas comme on a fait dans la première ou bien la deuxième ou bien les premières séances. On a créer juste un seul perceptron et vous avez vu déjà les maths dedans et les formules et tout pour juste créer un perceptron. Donc vraiment, les librairies ici simplifient beaucoup de choses. Donc on va utiliser la librairie TensorFlow pour créer les réseaux de neurones d'une manière beaucoup plus simple. Bien sûr, tout est créé, que ce soit TensorFlow ou bien les autres librairies, on utilise beaucoup les calculs mathématiques sur les matrices. Donc là, on a besoin vraiment de la librairie NumPy. Pandas, c'est pour bon, toujours pour le data science d'une façon générale. Bon, là, je ne sais pas, je vais utiliser Pandas ou non, mais j'ai toujours le réflexe de apporter les librairies d'habitude. Donc, lorsque je fais de data science, d'intelligence artificielle, toujours, je commence par importer ces librairies classiques. Bon, si je l'utilise, c'est bon, je ne l'utilise pas, ça encore, ce n'est pas un grand problème. Là, maintenant, je veux utiliser, bien sûr, dans TensorFlow, Keras. Et de Keras, je veux utiliser la méthode layer, c'est-à-dire qui nous permet de créer des couches dans notre réseau de neurones. On a vu les couches qui sont denses, c'est-à-dire, juste d'une façon générale, tout perceptron, bien tout neurone de la couche euh, est relié, directement relié avec tout neurone de la couche précédente. C'est ce qu'on veut dire avec une couche dense, c'est-à-dire n'importe quel neurone est lié avec n'importe quel neurone de la couche suivante, ainsi de suite. Voilà, ça c'est dense. Flatten, c'est exactement lorsqu'on a une image. Vous savez, une image, c'est un tableau finalement. Et lorsqu'on a un tableau, finalement, un réseau de neurones, on doit avoir un seul vecteur
pour faire entrer à un réseau des données des caractéristiques. On a vu les caractéristiques d'une façon générale. On a travaillé avec un vecteur, que ce soit avec les passagers de Titanic dans la séance précédente. On a un vecteur. Première caractéristique, l'âge. Deuxième caractéristique, le sexe. Troisième caractéristique, la classe. Aussi pour le dataset de maison, donc on a vu encore les caractéristiques sont sous forme de vecteurs. Première caractéristique, surface. Deuxième caractéristique, nombre de chambres, etc., etc. Là encore, il s'agit des images. Mais en fait, l'idée de réseau de neurones, ça fait toujours comme ça. Donc, on fait entrer à un réseau un vecteur. Là, donc, puisque l'image est un tableau qui contient des valeurs, ce sont les pixels, donc, on aura besoin de la méthode de flatten. Flatten, ça fait quoi? Juste le tableau, elle va redimensionner le tableau afin de réduire ce tableau sous un seul vecteur très lent, tout simplement. Conv 2D, c'est, si vous vous rappelez de la partie théorique lorsqu'on a fait une séance sur le réseau de neurones convolutifs lorsqu'on a fait juste le cours sur ça, pas le pratique. Vous avez vu avant de faire le flatten, donc parce que si je veux faire directement le flatten, donc j'ai une image, je fais le flatten directement. Alors là, je perds beaucoup d'informations parce que vraiment l'image, je dois le traiter autrement. C'est-à-dire, je dois considérer que ce pixel, parce qu'une image, c'est la proximité des pixels. C'est comme le puzzle, lorsqu'on a dit, c'est comme un puzzle. Donc, lorsqu'un puzzle, si je mets le puzzle, les pièces du puzzle l'une, ensuite l'autre sous forme d'un vecteur, je ne peux pas comprendre l'image. Donc, l'image, c'est d'une façon générale des petits carreaux. Donc, conv 2D, c'est exactement l'opération de convolution. Donc, si vous vous rappelez en détail, en plus de détails sur convolution en des dimensions, donc je vous invite à regarder le cours sur le réseau de neurones convolutifs lorsqu'on a fait dans la séance, je pense, 7. Max Pooling, encore, on a vu cette technique dans la séance 7. Max Pooling, c'est exactement pour réduire la taille de l'image. Donc, à chaque fois, on fait la convolution, on obtient une nouvelle information, bien une nouvelle image. Et là, pour réduire la taille de l'image, juste on considère 4 pixels, 4 pixels. Et pour chaque 4 pixels, je considère la valeur maximale, juste pour réduire la taille de l'image. Donc, ça pour les fonctions. Alors, ici, bien sûr, je veux vous montrer encore ici, on veut normaliser les données et avoir, pour voir la performance, on va entraîner notre réseau de neurones sur une partie des données, pas toute l'image. Le système, il ne va pas voir toute l'image, il va voir une partie de l'image, déterminer les meilleurs poids, le meilleur modèle, et puis on va vérifier si vraiment il a donné des bons résultats sur un autre des nouveaux images, si vous voulez, c'est-à-dire de nouveaux datasets qui contiennent des nouvelles images. Pourquoi? Pour voir est-ce que c'est vraiment performant si on donne une nouvelle image, est-ce qu'il va donner le bon résultat. Alors voilà, juste, ce sont les librairies. Donc, je veux commencer. Ça, c'est le dataset, ce sont les images. Juste, voilà. On va commencer par avoir exactement le dataset. Donc, je veux appeler Fashion Minist. C'est ce dataset-là. Et je veux la télécharger. Donc, depuis quoi? Depuis TensorFlow, Keras, datasets. Parce qu'il y a plein de datasets dans Keras, plein de bases de données dans Keras. Donc, j'ai besoin de cette dataset Fashion Minist et je veux la télécharger. Télécharger et la mettre où? Je veux la mettre dans images, c'est-à-dire les images et leur target. Target, c'est-à-dire dans la dataset, déjà, les images sont labellisées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez ici, par exemple, on va dire sandales. Donc, ici, sous cette image, c'est écrit, voilà, ça, c'est un sandal. Ça, c'est un pantalon. Ça, c'est une robe, etc., etc. Donc, ici, chaque image a son label, a son étiquette. D'accord. Donc, je veux voir combien d'images dans mon dataset. Je veux voir le image shape pour voir combien j'ai d'images. Vous voyez, il y a 6
à 60 000 images dans le dataset, 28, 28, parce que ce sont des images en fait noir et blanc, comme vous pouvez remarquer. Donc, c'est juste un carreau, ou bien un carré, 28 pixels de longueur, 28 pixels de largeur. Voilà, donc 60 000 images. Bon, pour moi, peut-être ça me prend beaucoup de temps pour… déjà, j'ai essayé sur les 60 000 images de faire l'entraînement. Ça prend beaucoup de temps. Juste pour réduire le temps, je sais que pour l'entraînement de modèles, il vaut mieux avoir plus de données. Mais pour moi, puisque c'est juste une formation, je veux réduire le nombre d'images pour faire l'entraînement beaucoup plus vite. Donc, juste, je veux considérer 1000 images. Donc, depuis la première jusqu'à… je veux avoir 10 000 images, pardon. Ce n'est pas 1000, mais 10 000 images. Au lieu de 60 000, c'est trop pour faire l'entraîner. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est mieux, bien sûr. Si je ne suis pas dans une formation, je veux utiliser les 60 000. Et voilà, laisser mon ordinateur compiler et revenir. Mais là, juste pour faire vite, je veux utiliser juste 10 000 données, 10 000 images. D'accord? Alors là, juste, en fait, allez, je ne veux pas utiliser la normalisation. Bon, là, je veux vous parler encore de la normalisation. Pourquoi je fais la normalisation? Pourquoi ceci? Pourquoi ces deux lignes? Donc, juste, je veux revenir à la feuille blanche pour expliquer. Je vais arrêter, partager la feuille blanche. J'espère que vous voyez ma feuille blanche maintenant. Juste, je veux expliquer ces deux lignes. Alors, vous voyez la feuille blanche? Oui, très bien. Alors, là, en fait, d'une façon générale, même s'il ne s'agit pas des images, s'il s'agit d'un autre dataset, imaginez par exemple, même dans le dataset des maisons, on a par exemple le nombre de chambres 3 et la surface, ça va être 100 ou bien 200 mètres carrés. Lorsque le modèle va s'entraîner, il cherche le W1 qu'il va multiplier par 3 et le W2 qu'il va multiplier par 200 pour avoir le bon résultat ici qui est le label Y1 par exemple. Ici, lorsqu'il va chercher le bon W1 et le W2, bon, au début, OK, il va faire le choix au hasard, mais après, il va essayer d'améliorer. Mais vous voyez ici qu'il y a 200. Bien sûr, lorsqu'il veut faire le calcul, le 200 va influer beaucoup sur le résultat. Donc, il va essayer d'améliorer le W2, il va négliger le W1. Mais nous, non, on veut que, parce que le nombre de chambres, encore, ça influe beaucoup sur le prix d'une maison. Donc là, d'une façon générale, une bonne pratique, si vous faites n'importe quel modèle de machine learning, en fait, une bonne pratique, c'est de normaliser, de rendre sur le même échelle. Par exemple, ça, c'est le 3, je veux normaliser. Normaliser, c'est-à-dire quoi? Si les chiffres sont 200, 300, dans une échelle très grande, je peux faire une normalisation et rendre tous les chiffres entre 0 et 1, ou bien entre moins 1 et 1 d'une façon générale, afin de réduire pour que toutes les caractéristiques ont la même chance d'être considérées par le système ou bien le modèle. Voilà, lorsqu'on a 200, ici je peux réduire en fait le nombre 200 moins le maximum divisé par le max moins le min, par exemple, ou bien moins le minimum divisé par le max moins le min. Ici, j'aurai des valeurs petites. Je réduis le descend, toutes les images ou bien toutes les surfaces seront dans un intervalle bien fixé, entre 0 et 1, on va dire. D'accord? Donc, ça, c'est l'intérêt de la normalisation. Juste réduire l'échelle. C'était comme ça sur une échelle, les nombres de chambres ici, et la surface sont très grands. Donc, vraiment, ça influe beaucoup sur le résultat. Je veux réduire ici la taille. Ils seront tous dans ce carré, tous entre 0 et 1, afin que le modèle s'entraîne et donne chance à toutes les caractéristiques, la même chance. Donc, il va essayer d'améliorer W1 comme W2, ont la même chance d'être améliorés. Je ne sais pas si c'est clair ou non pour la normalisation. Peut-être que je dois voir les messages pour chaque fois. D'accord, donc voilà pour la normalisation. Je reviens au code maintenant.
Alors, voilà, vous voyez, j'espère, le partage. Donc, ça, c'est juste, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai normalisé les images. Afin que quoi? Parce qu'un pixel noir, vraiment, il peut avoir, ou bien un pixel blanc, il va avoir une grande intensité. Bon, je ne sais pas pour l'intensité, c'est beaucoup élevé pour les noirs ou bien pour le blanc. Et moi, j'aimerais bien que le réseau prend chaque pixel avec la même importance. Voilà, donc je veux normaliser, donc pour avoir la même échelle. Et voilà, juste, je veux considérer cette normalisation sur mes images. D'accord. Et puis, je fais quoi? Je vais considérer 20% de ces images. On a dit, bon, maintenant, j'ai considéré, regardez, lorsque j'ai fait cette ligne-là et cette ligne-là, on a dit, j'ai considéré uniquement 1000 images. Donc, juste, je vais écrire maintenant print image shape pour voir c'est quoi l'image maintenant après cette ligne. Je vais passer et réécrire ici. Taf, exécuter. Maintenant, vous voyez, c'est 10 000. Voilà pour les 10 000. Maintenant, si après avoir alors, si après avoir normalisé, rien ne va changer finalement, juste la même image. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a dit erreur maintenant? Ah, image maintenant, ce sont des réels. D'accord. Parce que pour... Bon, là, je vais faire comme ça. Allez. Où est l'erreur? Alors, fit transformer image. Pourquoi je veux lire l'erreur? Où est le problème? Array with 3 dimensions expected. D'accord. D'accord. Je comprends. Donc là, il a dit c'est 3 dimensions. En principe, pour faire la normalisation, il aura besoin d'un tableau de 2 dimensions. Donc là, juste, je veux redimensionner. Comme vous voyez, c'est une erreur. Je veux redimensionner. Redimensionner, c'est-à-dire quoi? Je veux essayer de, juste comme j'ai bien dit, l'image, c'est un carreau. Ou bien c'est un carré, on va dire. C'est un carré ayant 28 pixels, 28 pixels. Je veux rendre juste aplatir mon image. Rendre 28 fois 28. 28 fois 28, c'est juste, j'utilise une calculatrice pour vérifier. 28 fois 28, ça fait 784. Donc voilà, juste je veux aplatir l'ensemble de mes images pour que chaque image soit juste un vecteur de 7084. Juste, il va aplatir. Pourquoi le moins 1 ici? Parce que, en fait, je peux écrire 10 000. Hein. Je sais à l'avance qu'il y a 10 000 images. Mais ici, moins 1 pour dire, allez, tu cherches déjà l'image, c'est combien, mais juste, j'aimerais que chaque image soit aplatie, ayant comme shape ou bien comme forme 7084. Voilà, maintenant, juste, j'exécute. Voilà, c'est bon. Lorsque maintenant, j'affiche l'image shape, c'est 10 000 images. Et chaque image, c'est un vecteur de 7084. Là, maintenant, juste, j'ai divisé, comme j'ai bien dit, j'ai utilisé cette fonction train test split, c'est juste pour diviser. L'image, maintenant, il y a 10 000 images. Je veux avoir, parmi ces images, des images pour l'entraînement de modèles et des images pour tester. Après l'entraînement, je voulais tester est-ce que c'est un bon modèle ou non pour tester la performance. Maintenant, juste, je voulais avoir une idée sur l'image train, c'est combien, la taille, et target train, c'est-à-dire combien j'ai d'images pour l'entraînement. Bon, ici, j'ai donné toute l'image et je voulais aller, faites la division. Donc, vous avez les images, vous avez les labels et je voulais que 20% soit pour le test, vous voyez. Et tu choisis arbitrairement, random, c'est-à-dire arbitrairement. Allez, maintenant, combien d'images, à votre avis, ça va être combien? Bien sûr, on a dit 20% et on a 10 000 images au début, donc ça va être 8 000, évidemment, pour l'entraînement. 8 000 images et avec 8 000 targets, ou bien chaque image, bien sûr, elle a son étiquette. Voilà, donc maintenant, on a un ensemble d'images pour l'entraînement, un ensemble d'images pour
le test. N'oubliez pas, on a déjà aplati, on a fait, ça y est, c'est bon, on a aplati notre image. Voilà, c'est bon. Si je voulais voir juste une seule image, donc je voulais juste voir une seule image. Bon, je sais que le target name, c'est juste, vous pouvez voir cela à partir de Keras. On a dit chaque image a une label. On sait est-ce que c'est un t-shirt ou bien trouser. Mais en fait, dans le target, si vous cherchez le target, c'est quoi? Vous allez trouver 0 s'il s'agit d'un t-shirt. S'il s'agit d'un trouser, vous allez trouver le target, c'est 1. Pull over, c'est 2, etc. Donc, juste, je voulais voir une image pour mieux comprendre. Ce sont les étiquettes. Alors, juste, je voulais voir l'image numéro 10. Alors, pourquoi Richard? Parce que n'oubliez pas, on a déjà aplati l'image. Allez, juste pour le voir, je ne veux pas voir un vecteur finalement, je veux voir une image. Donc, 28 pixels ligne, 28 pixels colonne. Et binary, c'est-à-dire juste en gris, hein, c'est noir et blanc, les couleurs. Et je voulais avoir son target. C'est quoi le label, l'étiquette de l'image 10? Allez, je veux voir cela. Vous voyez, l'image, c'est un t-shirt top. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est label 0. Hein. Donc, ça, certainement, c'est 0. Juste, je voulais vous montrer ça après la normalisation. On a fait la normalisation. Si je ne fais pas la normalisation, regardez la couleur de l'image. Ici, je veux faire comme ça. Pas de normalisation. J'exécute. C'est-à-dire l'image telle qu'elle est, avec ses couleurs depuis la dataset. J'exécute pour voir l'image. Vous voyez le changement, je pense, parce que ici, on a normalisé chaque pixel pour que chaque pixel, les pixels, les couleurs sont très proches. Donc, chaque pixel a une valeur très proche de l'autre, donc de telle sorte que le modèle, lorsqu'il s'entraîne, il voit l'importance de chaque pixel est la même. Allez, j'aimerais avoir la normalisation. Voilà, encore j'exécute pour avoir des images normalisées. Les pixels sont normalisés. Donc là, encore, voilà, j'exécute cela. Vous voyez l'image normalisée. Les couleurs sont très proches, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant, je veux créer mon modèle. Bon, moi, juste, j'ai préparé les modèles à l'avance pour faire vite. Là, je veux créer, voilà, je commence. Mon modèle, c'est un modèle de Keras séquentiel. Ici, je n'ai pas utilisé la technique de convolution. C'est un réseau de neurones classique. On va voir la performance, c'est combien. Alors, combien, on va dire, combien de couches, on va créer 2 couches. Je veux garder, allez, je fais comme ça, je commence avec input. Bon, je pense qu'il va afficher erreur parce que je dis input. Ah, flatten, d'accord. Flatten. Donc, ici, l'input, c'est 28, 28 parce que les images 28, 28. Et je fais l'aplatir. Je veux l'aplatir. Mais je veux voir. Hein, je pense qu'il va m'afficher une erreur parce que j'ai déjà aplati. Mais bon. Alors, une première couche qui contient 256 neurones. Deuxième couche qui contient 128 couches. Deuxième couche qui contient 128 neurones. Et la dernière couche, elle contient 10 neurones. Pourquoi 10 neurones? Parce qu'en fait, on a 10 possibilités. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité. J'aimerais finalement que chaque neurone, elle me donne la probabilité d'avoir cette image, c'est dans la classe 0. Deuxième neurone, il me donne la possibilité que ce soit une image de trouser. La troisième neurone, le troisième perceptron, il me donne la probabilité qu'il soit un pullover, etc., etc. Donc là, oui, vous pouvez changer ici au lieu de 256 ou bien au lieu de 128, je peux mettre n'importe, 220. Je peux choisir le nombre, mais la dernière couche, elle doit être 10. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez 10 classes. Donc, vous avez 10 catégories pour les images que vous avez. Donc, certainement, vous devez avoir dans la couche de sortie 10 neurones ou bien 10 perceptrons pour avoir la probabilité que ce soit dans la première classe, la probabilité dans la deuxième classe, ainsi de suite. Alors, juste pour, je veux voir, est-ce que c'est bon pour mon modèle?
Est-ce que j'ai pas commis des erreurs? Voilà. On va voir c'est quoi l'erreur. Alors là, c'est dans le predict. Je voulais prédire, alors, modèle prédire, when called call. J'ai pas compris l'erreur. Alors, invalid input shape, voilà. C'est ça le problème. Voilà, c'est attendu 28, 28, mais j'ai donné exactement parce que j'ai aplati en fait. Moi, au début, j'ai aplati. Donc ici, allez, je veux pas faire le flatten en fait. Je veux pas faire le flatten parce que ça y est, j'ai aplati déjà. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, et j'exécute. Voilà, maintenant, vous voyez, parce que quand je fais cela, lorsque j'ai pas fait le reshape ici, si c'était pas le reshape ici, si j'ai pas fait cela, oui, je dois aplatir mon modèle, je dois utiliser le flatten et dire, voilà, dans l'entrée, vous auriez des images 28 sur 28. Et alors, s'il vous plaît, lorsque tu reçois une image, tu dois l'aplatir. Mais maintenant, pour moi, ça y est, cela se fait dans la case précédente. Donc, c'est bon, je peux commencer. Déjà, c'est un vecteur. Allez, tu commences la première couche 256. Je peux dire ici, l'input, c'est 1. Je peux ajouter l'input shape, ça sera 1. On a dit combien voilà, 784. Je peux dire l'input, c'est 784. C'est un vecteur, un seul vecteur ayant comme longueur 784. Ou bien pour moi, je préfère ne pas dire parce que voilà, il va faire le travail, il va chercher l'input, c'est quoi, il va s'adapter. Et voilà, donc c'est juste mon modèle là. Et j'ai rien fait pour mon modèle. J'ai pas encore donné à mon modèle tout le dataset. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste, je dis, allez, choisis au hasard et donne-moi qu'est-ce que tu dis sur l'image 0,1. Donc, l'image 0,1, qu'est-ce que tu dis? Ça sera quoi? Il va me donner, comme vous voyez, un vecteur ayant 10 chiffres. Chaque chiffre, c'est en fait la probabilité que ce soit dans la première classe. Ici, j'écris à la target, c'est 9. Je sais à l'avance que l'image 0,1, je demandais sa target. Je sais dans la dataset, dans la base de données, je sais déjà qu'elle appartient à la classe 9. Mais lui, il ne sait rien pour le moment, le modèle. Il me donne des probas comme ça aléatoires. Ça, c'est 0,13 d'avoir dans la classe 1, 0,16 dans la classe 2, etc., etc. Regardez déjà, il a commis une erreur. C'est 0,09 pour qu'elle soit dans la classe 9. Bon, ça, c'est faux, c'est clair. Mais juste pour vous montrer que voilà, le modèle, en fait, il n'y a pas de problème de shape. Pour moi, je vérifie cela. Il reçoit une image. Il prédit est-ce que c'est dans la classe 0, 1, 2, 3 ou bien 9. Mais bien sûr, je n'ai pas encore fait entrer toute ma dataset, toute ma base de données à ce modèle. Donc, il ne sait rien. Il dit des choses arbitrairement. Juste pour voir combien de couches, combien chaque couche contient de neurones, alors combien de poids il doit chercher. Donc voilà, je peux faire un modèle summary pour avoir un résumé. Dans la deuxième couche, c'est 120 neurones. La première couche, 256 neurones. La troisième, c'est la couche de sortie. On a dit, elle doit être 10 neurones. Et là, les paramètres, vous voyez le nombre de paramètres, les WI, les flèches que vous voyez dans un réseau de neurones. Lorsqu'on vous montre une image d'un réseau de neurones, vous voyez des flèches, des perceptrons reliés par des flèches. Chaque flèche, c'est un paramètre. Regardez dans ce réseau combien y a-t-il de flèches, combien de WI. Et il va chercher tous ces WI, les bonnes WI. Il y a 200 000, plus que 200 000 WI qu'il va chercher, il va commencer arbitrairement, il va essayer de l'améliorer pas à pas. Ici, uniquement dans la première couche, il y a 2000 et quelques, 30 000 et quelques et 1200 dans la dernière couche. Donc, en total, vous voyez le total. Hein. Le total, ça fait plus que 2300 poids à chercher. Alors, juste pour compiler le modèle, on va préciser c'est quoi la fonction loss. Toujours, on doit préciser c'est quoi la fonction erreur, puisque ici, on a 10 valeurs de sortie. Donc, ici, c'est une fonction log loss, mais log loss un peu spécial. Ce n'est pas comme dans la classification binaire. Ici, c'est une
c'est juste parce qu'on doit avoir 10 sorties. Donc, voilà la fonction Q qu'on utilise lorsqu'on a un problème de classification multiclasse, c'est-à-dire avec plus de 2 classes. Pour l'algorithme d'optimisation, j'ai choisi ici la descente de gradient stochastique. Bon, vous savez, la descente de gradient, on a parlé là de la descente de gradient dans les premières séances. Stochastique, c'est juste pour choisir à chaque fois, à chaque phase d'entraînement, lorsqu'il va entraîner, il va répéter l'entraînement plusieurs fois. Et on a dit, il y a plus que 2300 paramètres. Donc, juste, il va choisir à chaque fois, au hasard, un lot des paramètres à considérer pour juste simplifier le calcul. Et la métrique, juste, on va considérer l'accuracy, c'est-à-dire combien de résultats corrects sur le 10 000 qu'on a donné. Alors, maintenant, on va faire entraîner. C'est simple, modèle fit et tu donnes. Il va entraîner sur quoi? Sur l'image train. C'est le 800, l'image qu'on a. Le target, voilà le target. Combien il va répéter? 50 fois. Bon, c'est juste, ce sont les paramètres, c'est moi qui va décider. Je peux dire 20, 10. Mais à chaque fois, il fait l'entraînement, bien sûr, c'est mieux. Mais on va voir à partir d'un certain rang, il va trouver les bons résultats et ce n'est pas la peine de refaire le calcul 1000 fois. Il ne va pas s'améliorer plus que ça. Voilà, je vais faire l'entraînement. Bon, ici, juste pour validation, allez, on va choisir 20% des images. Pourquoi pas? Il va s'entraîner sur l'image train. Il va juste considérer 20% pour s'entraîner. Allez, on va exécuter. Ah, où est le problème? Ah, je ne vais pas exécuter cette ligne de caisse. Maintenant, c'est bon? Voilà, c'est bon. Il va commencer l'entraînement. Il va prendre quelques secondes. J'espère que ça ne prend pas beaucoup de temps. À chaque fois, vous voyez ici, il a fait entrer toute l'image train, donc toutes les images, mais avec les W arbitraires. Puis, il a trouvé l'erreur, il calcule l'erreur, il améliore avec la dérivée et tout, descente de gradient. Il répète, il entraîne maintenant encore une fois, il fait entrer toutes les images avec des nouvelles WI. Il calcule l'erreur encore une fois. Donc, on a demandé 50 fois le calcul. Hein. À chaque fois, il va faire entrer 50 fois. Maintenant, 37, 38, 39. Jusqu'à 50 sur 50. Juste, on doit attendre un peu. Voilà, c'est terminé. L'entraînement est terminé, ça y est. On en sort avec des WIJ maintenant. Ça y est, il a trouvé des valeurs pour les paramètres WI. Les paramètres qu'on a dit qui sont à peu près 2030 paramètres. Maintenant, pour moi, je peux lire. Hein. Bien sûr, ce n'est pas la peine de voir la courbe. Je peux lire. Il a commencé avec une erreur. Combien? L'os, c'est 0,1. 0,1, 0,11. Et il diminue. 0,8. Le loss, c'est-à-dire l'erreur, ça diminue. 0,03. Vous voyez, à chaque fois, ça diminue. Voilà, etc. Les bonnes réponses maintenant. Il a commencé avec combien de bonnes réponses? Bon, dès le début, il a commencé avec des bonnes réponses. 96%, 97%, etc. Mais ça, sur l'ensemble d'entraînement. Là, maintenant, sur le test. Pour le test, il a commencé avec des bonnes 95% des réponses sont correctes. Avec, bon, l'erreur, c'est 0,43 pour le test, les images pour tester. Alors, au lieu de voir comme ça, c'est mieux, nous, on veut voir une courbe. C'est pour cette raison, j'ai tracé la courbe pour l'os, c'est-à-dire l'erreur pour l'entraînement, l'accuracy, la performance pour l'entraînement, l'os pour le test et l'accuracy pour le test. Donc, juste, j'ai demandé de faire le graphe. Bon, je l'ai déjà fait, c'est pour cette raison. Vous voyez, c'est ça, c'est pas un bon modèle. Hein. Vous voyez, pour le test, pour ce qui est en bleu, pour le test 7,
Voilà, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, c'est bon. Mais pour les images qu'il n'a pas vues au cours de son entraînement, non, ça diminue pas vraiment l'erreur. Ça diminue un peu, mais finalement, voilà, ça commence à augmenter un peu ici. Donc, ce n'est pas un bon modèle. Ça diminue pour le test 7, mais ça commence à augmenter pour les images bon, pour l'entraînement, ça diminue, mais pour le test 7, à partir d'un moment, il sera de plus en plus mauvais, on va dire. Hein. L'erreur augmente. Bon, ce qu'on appelle un problème de overfitting. Je veux voir pour voilà, la performance. Pour la performance, voilà, c'est performant pour les tests, l'entraînement, les images d'entraînement qu'il a utilisées pour l'entraînement, mais vraiment pour le test, bon, ça augmente un peu, mais il a resté ici à peu près 85 pour la performance sur le test 7. Bon, finalement, si je termine par demander aller évoluer ce modèle, c'est-à-dire sur le test 7, bien sûr, parce que l'exemple de train 7, il a déjà utilisé ces images pour faire l'entraînement. Donc, je veux considérer pour le test, pour les images qu'il n'a pas vues pour. Donc, je veux voir combien il a donné des bonnes réponses. On a dit ici, c'est la performance 85. L'erreur, c'est à 0,5. Bon, ce n'est pas pour moi un très bon modèle. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ici, on a créé un réseau de neurones classique pour prédire les résultats. Maintenant, voilà. Juste, je veux passer maintenant à un réseau de neurones convolutifs. Mais avant de voir un réseau de neurones convolutifs avec la technique de convolution, produit de convolution, avez-vous des questions sur ce modèle? Des questions? Ça va, d'accord. C'est bon, d'accord. Maintenant, je passe à faire ou bien construire un réseau de neurones convolutifs. Alors, convolutif, c'est-à-dire quoi? Juste, je vais expliquer sur la feuille pour 1 minute, c'est quoi la différence? Hein? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, d'accord. Partager sur l'écran et la feuille blanche sur laquelle je fais. J'espère que vous voyez. Bon, pour un réseau de neurones, neural network, d'accord. Donc, juste, on a l'image avec des pixels. Directement, on aplatit. Donc, ici, on considère ce vecteur, on veut le faire comme ça. Ensuite, ce vecteur, comme ça. Ensuite, ce vecteur, comme ça. Ensuite, ce vecteur, comme ça. On aura un seul vecteur et juste, chaque vecteur, bien sûr, c'est comme ça. Ce sont des chiffres, finalement. Ça, c'est x1, x2, x3 jusqu'à x784, je pense. Et on fait entrer chaque pixel à chaque neurone, chaque pixel, ainsi de suite. Et ça, c'est le W1, W2. Ensuite, la deuxième couche, je ne sais pas, on a créé ici 120 couches. Ensuite, les 10 perceptrons qui va nous donner la proba, que ce soit dans la première classe, deuxième classe, ainsi de suite. Ça, c'est un réseau de neurones classique. On a commencé déjà à aplatir l'image, la première chose. Bien sûr, je fais entrer la première image, ensuite la deuxième image sous forme d'un vecteur, la troisième image, etc. Et comme ça, je termine toute l'image. Et il fait le calcul, il calcule la fonction d'erreur. Et il va améliorer encore les 800 ou bien les images. Il améliore les WI, il fait le calcul, une nouvelle fonction d'erreur, etc., etc. Maintenant, pour le réseau de neurones convolutifs, il fait quoi? Lorsqu'on a une image avec des pixels, avant de l'aplatir, on veut avoir de l'information sur des carreaux, comme ça, pour avoir une information sur cette partie de l'image, ne pas aplatir directement. On va en faire utiliser le produit de convolution. Donc, ici, on va faire la convolution, ça et ça et ça et ça. Donc, j'aurai
une information sur cette image. Donc, ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Ça, c'est X3. Et comme ça, je construis une nouvelle image. Donc, voilà, avec des nouveaux, peut-être, dimensions, des nouvelles dimensions, une nouvelle dimension. Et puis encore, je fais comme ça pour avoir… Donc, je dois bien sûr préciser parce que la taille, je veux faire produit de convolution, c'est sur l'image 28-28. Je dois préciser, je veux faire le produit de convolution avec un filtre de dimension 2-2 ou bien 3-3 ou bien 4-4. Je dois préciser, bien sûr. Il y a des paramètres à préciser. Tu veux considérer l'information 2-2 ou bien 4-4 ou bien 5-5, n'importe. L'essentiel, et si vous allez créer des couches de convolution avant d'aplatir l'image. Donc, cette image, on va avoir cette information tout d'abord, ensuite cette information, comme ça, comme ça. Je veux construire une nouvelle image. Dans le premier pixel, il y a une information sur les 4, par exemple, ici. Une nouvelle image. Une nouvelle image. Par exemple, ici, j'aurai 1, 0, je ne sais pas, 1, 0, 2, 120, n'importe. Ce sont les pixels, des nouvelles pixels qui contiennent l'information sur cette partie. En fait, encore, je peux avoir plusieurs couches de convolution parce qu'on peut appliquer plusieurs filtres. Filtres pour voir les bords, filtres pour voir, je ne sais pas, les traits, plusieurs filtres. Donc, encore juste pour voir plus en détail sur les filtres et tout, vous pouvez voir la séance 7, on a parlé de réseau de neurones convolutifs. Encore de plus, si on a encore, on a fait une couche de convolution, s'il s'agit d'une grande image, je peux avoir une couche de, on va dire, pour réduire la dimension de l'image. Imaginez ici 20, moins 1, moins 3, je ne sais pas, 5. Et je veux réduire, je peux considérer une méthode le maximum sur le 4 premiers pixels, juste pour réduire la taille de l'image. Donc, j'écris 20 ici, etc. 40, 50, bon, je veux dire 5. 1, il va considérer la deuxième pixel, c'est 5, etc. Juste pour réduire. Donc, sur 4 pixels, il considère juste le maximum pour réduire l'image. Si la taille de l'image après le filtre, il sera trop grande, donc juste pour réduire l'image. Donc, tout cela, on l'a déjà expliqué théoriquement dans la séance 7. Mais maintenant, juste l'implémentation sur Python. Alors, après avoir des couches de convolution, etc., donc on a fait extraire, donc on a déjà les informations, des images, des filtres, etc. À la fin, on aura des nouvelles informations, des nouvelles caractéristiques. On va les aplatir et avoir un vecteur pour faire entrer dans les réseaux de neurones. Donc, juste, c'est ça la différence entre réseau de neurones classique. Directement, je prends l'image, l'aplatis. Et réseau de neurones convolutifs, non, j'essaie d'extraire, donc juste j'extrais des caractéristiques à partir de l'image. Et puis, je fais des couches de convolution. Je passe plusieurs filtres pour avoir une idée sur les traits, les couleurs, ainsi de suite. Et puis, je passe à aplatir le résultat pour le faire entrer dans un réseau de neurones. Voilà. Donc, juste, je veux voir maintenant l'implémentation sur Python. Je veux arrêter et partager le code encore une fois. Voilà. Alors, je commence. Je veux recommencer dès le début. N'oubliez pas ça, c'est notre dataset. Je veux commencer dès le début pour que, voilà, une nouvelle variable image qui contient le dataset pour oublier les anciens. Parce que sinon, si je veux considérer directement l'image telle qu'elle est, parce que j'ai déjà les images, mais juste, je veux changer. Je veux comme si j'ai rien fait, je veux réinitialiser tout. Alors, quelles sont les images? Ce sont ceux qui existent dans le dataset Fashion Minis. Donc, je fais de même. Mais regardez, cette fois, juste, je veux encore faire la normalisation, mais regardez pour le reshape. Pour le reshape, je fais 28, 28, 1.
En fait, j'ai pas aplati. J'ai gardé 28 lignes, 28 colonnes. Et puisqu'en fait, il n'y a pas de couleur ici, donc j'ai pas de couleur, c'est juste une seule couche. Parce que si l'image est coloriée, il y a 3 couleurs, couleur bleue, rouge et verte. Donc, juste, j'exécute pour vérifier, il n'y a pas de problème. En principe, ce sont la même chose, juste, j'ai pas aplati. Parce que dans si je vais aplatir, je crie -1 et 400 bien 748, je pense. L'essentiel, 28 fois 28. Mais ici, non, je veux dire, je veux garder la taille. Juste, je ne sais pas combien d'images, aller chercher combien d'images. Chaque image doit être 28, 28, 1. C'est-à-dire quoi 28, 28, 1? C'est juste 28 pixels ligne, 28 pixels colonne et il n'y a pas de profondeur parce qu'une seule couleur. Bon, on a parlé de la normalisation. Ici, juste, bon, ça, je divise, au lieu de finalement, bon, allez, ça, c'est encore pour diviser tout le monde, tous les pixels par 255. Je sais le maximum entre 0 et 255, donc voilà, je divise par 255. Alors, toujours cette ligne-là pour avoir une partie des images pour l'entraînement et une partie des images pour le test. Une partie, c'est combien? On a dit 20%. Ici, je peux travailler sur le 60 000, mais on a dit juste pour alléger le calcul, on va pas, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, juste, j'ai pris les 10 000. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Juste, j'exécute pour voir. J'aimerais avoir encore les shapes, toujours vérifier les dimensions. Voilà, donc ici, le train, c'est combien? 8000 images pour l'entraînement. Chaque image, vous voyez, je n'ai pas aplati cette fois. 28 lignes, 28 colonnes. Bon, un pour dire juste, il n'y a pas de couleur, une seule couleur, noir et blanc. Et pour le target, bon, bien sûr, chaque image, il y a une étiquette. Est-ce que c'est dans la classe 0, dans la classe 1, etc. Pour le test, on a 2000. Chaque image, toujours 28, 28. Et bien sûr, 2000 étiquettes. C'est bon, ça marche. Donc, je commence maintenant. Bon, c'est pas la peine de tracer pour voir la courbe, une image, on a fait cela. Directement, je passe à expliquer comment j'ai construit le modèle. Bon, séquentiel, toujours, c'est un réseau de neurones. Mais en fait, je veux ajouter, comme vous voyez, bon, j'ai appelé le modèle, c'est pas un modèle comme au début. Hein, je veux changer le modèle parce que j'ai déjà une variable qui s'appelle modèle ici. Je veux pas ce modèle-là. Non, je veux pas ce modèle, l'ancien modèle. Alors, j'ai appelé mon nouveau modèle, modèle CNN, pour juste, je peux dire X, Y, n'importe, mais juste, je change le nom parce que je veux utiliser un nouveau modèle. Modèle CNN, c'est-à-dire convolutive neural network. Alors, toujours séquentiel, mais maintenant, je veux commencer par une couche convolutive. Donc, 2 dimensions, c'est-à-dire quoi? Juste le carré, le filtre là que je veux utiliser, c'est combien de lignes et combien de colonnes? 3 lignes, 3 colonnes. C'est-à-dire quoi le filtre? L'image contient 28 pixels, 28 lignes et 28 colonnes, on va dire. Et on va passer un filtre sur 3, 3. Donc, chaque 3 lignes, 3 colonnes, chaque carré ayant 3, 3, je passe un filtre. Carré suivant, je passe un filtre, je passe un filtre. Comme ça, je balaye toute l'image, 3, 3. Alors là, encore juste max pooling, c'est-à-dire pour réduire, maintenant j'ai obtenu une nouvelle image avec 3, 3, avec juste j'ai passé un seul filtre pour comprendre. Max pooling juste pour réduire la taille de l'image, donc chaque 2 lignes, 2 colonnes, juste considère le maximum. Je peux ajouter encore une couche de convolution, une couche, autre couche de convolution, je fais un autre filtre. Mais pour moi, ça va prendre beaucoup de temps. Il va prendre même parfois 15 minutes. Donc, juste une seule couche suffit pour expliquer. Et voilà. Juste, j'ai fait une seule couche de convolution, une seule couche pour réduire la taille de l'image et puis j'aplatis. J'aplatis, c'est-à-dire, voilà, flatten. Tu as obtenu une image, allez, aplatis là. J'ai rien dit, ça c'est combien, le shape, etc. Tu trouves une image, tu l'aplatis tout simplement. Il va faire le calcul lui-même. Et puis,
j'ai ajouté une couche dense cette fois. Couche dense, c'est-à-dire juste une couche qui contient 128, 128 je veux faire 120 comme le modèle précédent. C'est juste pour me dire, voilà, juste j'ai changé, juste j'ai ajouté la convolution ici. Je garde 120, une seule couche encore pour le réseau de neurones, juste 120 pour la première couche et une couche de sortie. Hein, ça, c'est bon, juste pour voir comme un exemple. Pour la compilation, juste même fonction erreur. Bon, Adam ou bien stochastique, c'est juste Adam, encore une autre variante de descente de gradient. Allez, j'utilise même SGD, stochastique gradient de descente. Même métrique. Bon, ici, c'est pas la peine de prédire, juste je veux exécuter. J'ai pas besoin. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, pas de problème. Je passe à entraîner. Je peux voir, bien sûr, combien de paramètres maintenant. Allez, on va voir combien de paramètres. Total, ici, 200 dans la première couche, 30. Donc, voilà le paramètre pour chaque couche. On a une couche 256, couche 120 et la dernière couche, il y a 10. Bon, il n'y a pas grand paramètre ici parce qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup des couches, mais juste pour voir comme exemple. Alors, je fais history. Bon, en principe, avec H, allez, H history. Et je fais fit, c'est-à-dire, ça y est, c'est bon, tu prends les images. Ici, j'ai juste pour Pasco, pour le réseau de neurones convolutifs, il va prendre beaucoup de temps. Si je fais 50 fois, tu vas faire l'entraînement, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je veux commencer avec 20. Je veux voir la performance. Si il n'arrive pas à la bonne performance, je vais écrire 50 pour que ce soit performant quand même. Hein. Il va s'entraîner 20 fois, on va attendre. Entre-temps, vous voyez, il prend beaucoup de temps. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Juste, on va attendre pour qu'il fait l'entraînement et on va voir la performance. S'il est performant, c'est bon. Sinon, je vais juste ajouter un peu, prolonger la période d'entraînement pour 30 ou bien 40 ou bien 50 comme le modèle précédent. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Des questions? Toujours, il s'entraîne, on arrive à 11 sur 20. Vous êtes toujours là? Pas de questions? Ah, oui, ah, voilà. Pas de questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Hein. Soyez pas timide. Il faut en profiter. Allez, presque terminé, 19 sur 20. Ok, Inch'Allah, personne a des questions. D'accord, merci beaucoup. Ça va pour moi, d'accord. Oui, c'est bon. Très bien. Allez, presque terminé. C'est pour cette raison, en fait, j'ai pas fait beaucoup de couches, mais en principe, si on veut, bien sûr, plus de performance, on doit avoir plusieurs filtres. Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez une couche de convolution, c'est-à-dire vous essayez d'extraire plus d'informations sur ces images. Mais là, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Bon, je ne suis pas satisfaite de l'entraînement. Il est arrivé à 0,86 uniquement. Alors là, history, je veux voir les cours history, history avec un H. Les cours pour la, c'est bon.
Bon, c'est bon, je peux exécuter cela. S'il y a une erreur, j'en vais le voir. Dans tous les cas, on peut le corriger. Voilà, vraiment, c'est pas un joli, joli modèle. Bon, en fait, si vous êtes patient, on peut faire 50, hein, mais ça va vraiment prendre de temps, comme l'exemple précédent. Et si vous êtes encore patient, on peut ajouter des couches pour avoir un bon modèle. Finalement, on a dit c'est un modèle convolutif, mais vraiment, on n'a pas utilisé beaucoup de convolution. Allez, j'espère avec 50 époches, on va avoir une bonne performance, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de couches. Allez, j'espère, parce que finalement, pour ceux qui ont travaillé avec ce dataset, parce que vous pouvez travailler sur Kaggle, euh, les gens qui ont travaillé déjà sur les images, ils trouvent toujours, si vous travaillez avec un réseau de neurones classique et vous comparez avec un réseau de neurones convolutifs, toujours un réseau de neurones convolutifs est plus performant lorsqu'on traite des images. Parce qu'avec le technique de convolution, toujours on extrait l'information spatiale, ce qu'on a, etc. Bon, quand même, puisqu'on a utilisé 50 époches pour l'ancien modèle, on veut je veux utiliser 50 époches et voir la différence entre les deux performances. Juste, je reviens pour voir la performance sur l'ancien modèle pour comparer. Voilà, pour l'ancien modèle, l'accuracy, c'était 0,85 et le loss, c'est 0,5. Maintenant, je pense que ça se claire que c'est mieux déjà. Il est en train de s'améliorer et jusqu'à maintenant, c'est 0,89. Ah, ça, c'est pas le test 7. Voilà, 8,9 déjà, même pour le test 7. Allez, termine vite, s'il vous plaît. Ah, 16 sur 50. Vous êtes patient? On va attendre. Entre-temps, toujours, si vous voulez poser une question, vous êtes bienvenue. Hein. Donc, déjà, vous voyez, merci Ali, vous voyez, bon, OK, pour le test, pour l'entraînement, toujours, il va être performant parce qu'il va s'entraîner sur les mêmes images. Mais ce qui m'intéresse pour dire c'est un modèle performant, c'est la performance sur le test 7 parce qu'il ne va pas voir les images. C'est juste, il va trouver les WI et va voir avec ces WI qu'il a trouvés quelle sera la performance, c'est-à-dire combien de réponses correctes sur les réponses totales, sur les images totales. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus performant, c'est mieux en fait que le modèle classique 0,899 avec une erreur. Vous voyez, l'erreur, c'est 0,28 jusqu'à maintenant et on est dans les poches 24, la moitié. J'espère après, il va... voilà, c'est 0,811. Ah, il diminue. S'il diminue, on doit arrêter l'entraînement parce que s'il diminue la performance sur le dataset de l'évaluation, si la performance diminue, c'est qu'il a commencé à faire le overfitting. C'est-à-dire quoi le overfitting? Il veut bien que les résultats sur l'entraînement soient corrects, soient parfaits en fait sur l'entraînement. Nous ne voulons pas que le résultat soit parfait pour l'entraînement. Non, on veut avoir un bon résultat sur l'entraînement et surtout sur les nouvelles images, c'est-à-dire pour le dataset de test, d'évaluation. Bon, jusqu'à maintenant, c'est 0,91, pas d'overfitting. Il est en train de s'améliorer. 33, 34, allez, faites vite, s'il vous plaît, monsieur le modèle. Déjà, ici, on voit l'un des problèmes. Hein. Lorsque vous faites de machine learning vraiment, vous aurez besoin. Là, j'utilise Google Colab, c'est-à-dire j'utilise déjà les GPU de Google. Ce ne sont pas les GPU de mon PC portable, j'espère. Hein. Sinon, mon PC, il va être détruit.
j'ai pas un PC performant. Et là, vous voyez donc les grandes entreprises, que ce soit Google, OpenAI, bien sûr, ils utilisent beaucoup des GPU. Déjà, nous, lorsqu'on voulons faire de recherches sur des modèles, même je parle comme ici dans les labos de recherche en Tunisie, je parle par exemple. Je ne sais pas la situation, est-ce que c'est mieux aux Comores ou bien dans des autres pays. On trouve des difficultés parce que les PC ne sont pas performants, finalement, nos ordinateurs portables. Lorsqu'on veut acheter des GPU, en fait, à la laboratoire, tu dois faire demande. Il va pas vraiment, on n'a pas vraiment des outils nécessaires pour faire entraîner des modèles. Donc, même si on a des idées, on ne peut pas le voir, on ne peut pas les appliquer. Ça, vraiment, parmi les problèmes, pourquoi nous, dans North Africa ou bien l'Afrique du Nord, on a un problème d'équipement. Bon, je ne sais pas pour les autres pays, à vrai dire, vous pouvez partager avec moi si vous êtes membre d'une labo de recherche et vous voulez faire de travail travail avancé, bien sûr, je parle de recherche avancée. Ça, c'est un exemple simple. Je considère des images et sont noir et blanc et j'ai pas fait beaucoup des couches de convolution et tout. Et malgré ça, regardez, j'ai resté beaucoup de temps pour que ma machine s'entraîne. Allez, 50 sur 50 enfants. Voilà la performance. Quand vous voyez, c'est 0,94, c'est-à-dire 94% de performance sur quoi? Sur le test 7, ce qui est intéressant. Et l'erreur, c'est 0,17. C'est beaucoup moins que l'erreur dans le modèle réseau de neurones. Alors là, j'aimerais avoir vos interprétations. Moi, j'ai terminé, ça y est, c'est bon. Bien sûr, je peux avoir une image, mais même les chiffres, pour moi, ça parle très bien pour la performance et tout. C'est bon, je suis satisfaite pour mon modèle. Alors, vos interprétations, je termine. Voilà mon cours, ma formation. Je rappelle au cours de cette formation, qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce qu'on a fait ensemble. On a commencé, si vous regardez la première séance, vraiment, on a commencé avec zéro connaissance. C'est-à-dire quoi? Juste avec un simple exercice, je voulais construire un modèle qui prédit est-ce que si j'ai un tumeur avec telle longueur, telle couleur, est-ce que c'est maligne ou bien bénigne? Et on a construit à la main. Ce qui est intéressant, c'est juste au début, on a vraiment essayé de voir toutes les formules mathématiques. Juste pour vous dire, voilà, il y a plein de maths dedans. Donc, les premières séances, c'était peut-être ennuyant parce qu'on a fait tous les calculs, les dérivés, tous les maths, on a fait à la main. Et puis, on a vu que, voilà, tiens, la théorie a beaucoup avancé. On ne peut pas voir tout à la main. On va utiliser les librairies qui est déjà prête. Donc, l'idée, juste j'explique l'idée. Si on a compris l'idée d'un seul perceptron, comment il fonctionne, alors juste un réseau, c'est la collection de plusieurs perceptrons. J'obtiens un réseau. Pour les images maintenant, si j'aplatis l'image, bon, je perds l'information. Il vaut mieux faire des convolutions avant de passer à aplatir et faire entrer l'information à un réseau. On a vu encore le réseau de récurrents, mais malheureusement, on n'a pas fait implémentation Python pour un réseau de neurones récurrents. Mais voilà, si vous avez compris l'idée générale, donc vous pouvez commencer vous-même par faire l'entraînement. Il y a plein de datasets dans TensorFlow. Vous pouvez voir un dataset, vous pouvez imaginer quel sera le modèle. Essayez vous-même sur Google Colab pour faire plusieurs réseaux de neurones, essayez de changer le nombre de couches. Vous faites avec 3 couches, 2 couches, 3 couches. Essayez de changer le nombre de perceptrons dans chaque couche. Essayez de changer même la sortie. Vous pouvez voir pourquoi s'il s'agit d'un problème de classification binaire, donc la dernière couche doit contenir exactement 2 perceptrons. S'il s'agit d'un problème de régression, donc on doit avoir un seul perceptron. On doit bien choisir la fonction de non-linéarité. Tout dépend qu'est-ce qu'on veut, le modèle, qu'est-ce qu'il va nous donner exactement. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre présence tout au long
Anaconda, la question concernant Anaconda, en fait, tu dois télécharger Anaconda sur votre PC. Vous pouvez bien sûr utiliser Anaconda, mais toujours lorsque tu vas compiler, tu vas utiliser les ressources de votre ordinateur. Pour moi, je préfère, vous avez déjà Anaconda, d'accord, mais lorsque vous faites le calcul, vous allez utiliser votre processeur, le processeur de l'ordinateur. Lorsque vous faites le calcul matriciel, tu utilises quoi lorsque tu utilises Anaconda? En fait, c'est votre processeur, ce sont vos ressources de l'ordinateur qui vont faire le calcul. Et comme vous avez vu déjà, c'est un calcul pénible. Donc, vous demandez de votre processeur de faire beaucoup de calculs. Alors, il vaut mieux, voilà, on utilise Google Colab. Pour moi, je préfère, je parle, hein, Google Colab pour faire le calcul sur le processeur de Google. Voilà. C'est bon, Ali? J'ai répondu à votre question? D'accord. Est-ce qu'il y a des autres questions? Pour Google Colab, c'est très simple. Juste, il faut avoir un compte Google, hein. Juste, tu ouvres Google Colab, comme ça, Google Colab sur Google. Allez, welcome to Google Colab. Et juste, tu fais la. Ah, j'ai arrêté le partage, je pense, ou bien il est encore partagé. Non, il est Donc, arrêté, juste. docteur. Ah, d'accord. Donc, juste tu écris Google Colab sur Google et tu peux l'utiliser, hein. Bon, moi, parce que j'ai déjà un compte Google, mais sinon, tu fais connecter, allez, plus, voilà, juste fichier, nouveau notebook dans Drive. Déjà, il est dans le Drive. Et voilà, tu commences. Tu écris le code. Voilà, juste tu commences avec n'importe quel code. Si vous avez déjà, par exemple, pour moi, lorsque Malak vous a envoyé déjà un notebook, vous pouvez le télécharger, importer le notebook, importer par courrier. Et là, tout dépend si c'est sur votre bureau, juste tu cliques bureau, importer, ouvrir. Bon, là, il va me dire tu n'as rien. Bon, j'ai déjà des notebooks sur mon ordinateur. Je peux dire, par exemple, allez, stats, statistiques avec Python. TAF B101. Voilà, vous voyez, j'ai déjà des notebooks sur mon ordinateur. Allez, j'importe. Il va l'importer et je peux commencer. Vous voyez, vous pouvez trouver tous les notebooks là. D'accord? Donc, vous pouvez faire de même lorsque Malak vous a déjà. Donc, pas besoin d'abonnement. Non, non, pas de besoin d'abonnement. Juste sur Google, vous écrivez Google Colab. Si déjà, donc, se connecter, si vous n'avez pas de compte, donc faire un compte, se connecter. Et déjà, vous pouvez, déjà, le notebook, la notebook qu'on a fait aujourd'hui, je veux l'envoyer à Malak et elle va envoyer ce notebook. Vous allez recevoir ce notebook-là. Alors, vous pouvez l'enregistrer parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça. Vous devez l'enregistrer sur votre PC, soit sur bureau, soit n'importe où. Et juste dans Google Colab, vous faites ouvrir ou bien fichier, allez, soit ouvrir le notebook s'il est sur Drive, ou bien importer le notebook s'il est sur votre ordinateur, c'est tout. Donc, juste parcourir et tu choisis le notebook sur lequel tu veux travailler. C'est bon? Quitter, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et juste, je vous invite à essayer. Essayez de changer le nombre de couches, nombre de la fonction d'erreur. Changer et voir quel est le meilleur pour bien comprendre les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. C'est payant, c'est pas payant. Il y a une question, Abdullah. Non, c'est pas payant, c'est gratuit. Comme Google Drive ou bien Gmail, c'est gratuit, tout est gratuit. Et beaucoup plus simple. Et déjà, toutes les librairies sont déjà là. Dans Anaconda, si vous voulez utiliser telle librairie, parfois, bon, il y a des librairies qui sont déjà dans Anaconda. Mais il y a des autres librairies qui ne sont pas. Lorsque vous allez dire importer, non, vous devez les installer. Pour Google Colab, c'est déjà dans Google Colab, toutes les librairies. Juste appelez-les.
D'accord. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre présence. Je pense que c'est terminé, Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Hmm. Tout le monde, avez-vous des questions? C'est le moment ou jamais. Profitez de cette occasion, car aujourd'hui c'est la dernière séance et docteur est à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Ah voilà, Ali m'a dit, je pense. Ali Mohamed a dit faux. Ah, on peut utiliser Google pour tous les algorithmes. Google Colab, vous voulez dire? Oui, vous pouvez utiliser Google Colab si vous avez déjà un algorithme, vous avez dit, c'est-à-dire des lignes de code, oui, copier, coller ou bien importer sur Google Colab votre bloc-notes et tu peux, oui, l'exécuter directement. Alors, pour Abdoulaye, un mail de docteur. Si vous voulez juste envoyer un ticket, si vous êtes un étudiant de l'université, envoyez-moi un ticket via la plateforme SIS. Je ne sais pas, est-ce que Abdoulaye, vous êtes déjà un étudiant de l'université? Oui, d'accord. Donc, envoyez-moi un ticket juste précisé. Je voulais poser telle question à docteur Kotsahsin et voilà, ils vont me passer l'information. En tout cas, moi, je consulte régulièrement la plateforme SIS. Voilà, Mademoiselle Malak déjà a partagé avec vous la plateforme sis.medocean.edu.km. Et prière, n'hésitez pas à utiliser la plateforme. Elle est faite pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des tickets. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense que nous n'avons pas de questions et que tout est clair jusqu'à maintenant. À la fin de de cette formation, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Ah, je voulais toujours vous remercier. Vous faites beaucoup d'efforts dans l'accompagnement des étudiants. Voilà, merci à vous. Merci, un grand merci à vous, Malak. Merci à tous les participants pour leurs efforts, pour leur passion. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé tout au long de cette formation. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra ensemble dans nos prochaines activités ou encore la semaine prochaine avec l'un de vos collègues. Je pense que vous allez le savoir, Ali Madi qui donnera un séminaire. Et pour ceux qui se sentent capables de donner un séminaire, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous, nous accueillons toutes sortes de nouveaux sujets. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre la journée d'orientation qui aura lieu le 27 septembre à 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. D'accord? Et le séminaire de docteur Nariman qui aura lieu ce vendredi 19 septembre à 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite sur le désordre informatique et plein d'autres de formations, d'ateliers, concours. Et bien sûr, ne loupez pas l'inscription
au programme d'études de l'Université Mid-Ocean. Ouverte, gratuit aux étudiants, à tous les étudiants comoriens. N'hésitez pas, ne loupez pas votre chance. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.